Présenter le cours sur la maladie de Kawasaki. Le cours a été présenté par Sarah Matip, Edwige et moi-même, Dr. Huxil. Alors, pour une bonne compréhension, nous allons suivre le plan ci-après. Donc, au premier point, nous allons parler des généralités avec sous-point définition, intérêt, éthiopathogénie. Au deuxième point, le diagnostic. Donc, diagnostic positif, diagnostic de gravité, diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique. Et au troisième point, nous allons traiter la maladie et nous allons enfin conclure. Comme définition, nous disons que la maladie de Kawasaki est une vascularite aiguë fébrile multisystémique du jeune enfant et du nourrisson qui affecte la paroi des vaisseaux sanguins de moyen et à un moindre degré ceux de petit calibre, avec un tropisme pour les artères coronaires. La maladie de Kawasaki a été décrite pour la première fois par Tomisaku Kawasaki en 1967 et a donné le nom de syndrome adéno-lymphocutanéo-muqueux. Sur le plan du point de vue intérêt, sur le plan épidémiologique, la maladie de Kawasaki est une première cause de cardiopathie acquise chez l'enfant dans les pays développés. Elle est plus fréquente chez les enfants de 6 mois à 5 ans, avec un pic d'incidence entre 9 et 11 mois. Elle est rare avant 3 mois, probablement due aux anticorps maternels qui protègent le nourrisson, et rare chez les adolescents et les adultes. La prédominance, elle est masculine, avec un sexe ratio de 1,5 sur 1. Elle est rapportée partout dans le monde, mais beaucoup plus en Asie et au Japon. La mortalité est faible, elle est inférieure à 0,1%. Sur le plan étiologique, la maladie de Kawasaki est inconnue depuis sa première description et reste source de controverses au sein de la communauté médicale. Le diagnostic est clinique. Du point de vue pronostic, donc en absence de traitement, la maladie de Kawasaki se complique d'anévrisme coronaire dans 25 à 30% des cas. Du point de vue traitement, on utilise des doses élevées d'immunoglobuline et de l'aspirine. Il y a un probable lien avec le COVID-19, donc il y a eu explosion des cas de maladie de Kawasaki au même moment que la propagation du COVID-19. Éthiopathogénie et physiopathologie. Donc, l'éthiopathologie et la physiopathologie précises sont méconnues. De nombreuses hypothèses sont alors évoquées. Premièrement, on note une réaction immunologique anormale à une infection par un agent pathogène ou la sécrétion des toxines dites superantigéniques. Plusieurs agents pathogènes ont été évoqués, donc le streptocoque, staphylocoque doré, dont les toxines pourraient se comporter comme des superantigènes. Il y a Yersinia enterolytica, coronavirus, adénovirus, virus d'Epstein-Barr et l'herpès virus. Certains agents sont particulièrement associés aux anévrismes tels que l'Epstein-Barr virus. La médiation par les toxines, donc le rôle de superantigène a été ainsi évoqué. Il pourrait interagir avec la région variable de la chaîne bêta des cellules T et entraîner une activation T lymphocytaire et une cascade inflammatoire multisystémique. La prédisposition génétique, donc les différents gènes liés à une susceptibilité augmentée à la maladie ou à une évolution plus agressive, ont été identifiés. Deux gènes principaux sont associés à la maladie de Kawasaki dans les populations occidentales et asiatiques. Le gène FCGR2A code la région du récepteur 2A de la fraction FC de la gamma-globuline. L'implication de ce gène donc souligne l'importance des récepteurs des gamma-globulines dans la réponse inflammatoire de cette pathologie, ainsi que l'utilisation des immunoglobulines polyvalentes comme traitement immunomodulateur. Le gène ITPKC est quant à lui impliqué dans la régulation de l'activation des lymphocytes T, ce qui témoignerait de l'importance de cette activation dans la physiopathologie de la maladie de Kawasaki. La maladie de Kawasaki affecte les artères de moyen calibre, principalement les artères coronaires et plus rarement les artères de gros calibre, les artérioles et les capillaires. Donc, à la phase aiguë, on note des phénomènes immunologiques
qui sont responsables d'une cascade inflammatoire avec libération des cytokines et d'interleukines et une activation de lymphocytes T, monocytes, macrophages et cellules endothéliales. Il s'ensuit ainsi une augmentation de la perméabilité vasculaire qui favorise l'œdème et une infiltration de cellules inflammatoires dans la paroi vasculaire. L'inflammation est transmurale en 8 jours. La deuxième phase est caractérisée par la destruction de la média via diverses enzymes, donc les métalloprotéases, élastase et les cytokines qu'on a citées un peu plus haut, qui entraînent une lyse de la matrice externe et une rupture de la limitante élastique interne conduisant à la formation d'anévrismes. Et la dernière phase, elle est caractérisée par le remodélage de la paroi vasculaire, par une prolifération des cellules musculaires lisses dans l'intime, entraînant ainsi son hypertrophie et la fibrose de la média. Ça, c'est le schéma qui explique un tout petit peu la physiopathologie, l'éthio et la physiopathologie dont nous avons cité, expliqué un peu plus haut. Oui, un petit peu. Deuxième point, diagnostic. Diagnostic positif. Donc, il existe trois formes, la forme complète, incomplète et atypique. Nous allons parler de la forme complète. Les manifestations cliniques. Le tableau clinique est variable, mais il y a 6 critères majeurs. Le premier critère est la fièvre. Et la fièvre est un critère obligatoire. Elle est constante, elle est persistante, donc plus de supérieure ou égale à 5 jours, et elle va de 38 à 40 degrés. Elle résiste aux antibiotiques et aux antipyrétiques. Et cette fièvre est observée chez un enfant qui présente des douleurs diffuses, le rendant irritable et dans ce cas difficile à être examiné. C'est une caractéristique qui est aussi précoce, même si elle ne fait pas partie des critères diagnostiques. Le deuxième critère est l'éruption cutanée qui est polymorphe, donc le plus souvent morbilliforme, scarlatiniforme ou urticarienne. Des fois, on peut noter des érythèmes ou des macules. L'éruption cutanée, elle est non spécifique, elle est diffuse. Elle apparaît dans les 5 premiers jours généralement. Elle est souvent périnéale au niveau du tronc et de la racine des membres. Ça, c'est des exemples, des schémas qui indiquent les différentes éruptions cutanées. La première image montre des éruptions chez un enfant atteint de maladie de Kawasaki, donc les éruptions qui sont généralisées. La deuxième image nous montre l'exanthème au niveau périnéal et la troisième image, l'éruption morbilliforme. Troisième critère, l'hyperémie conjonctivale. Elle est bilatérale, elle est non purulente et indolore. Quatrième critère, c'est l'énoncème des lèvres et de l'ensemble de la cavité buccale. Les lèvres sont sèches et fissurées, donc c'est une chélite, et la langue, elle est framboisée, avec des squamations des papilles filiformes donnant une surface rouge brillante, et la stomatite et l'énoncème pharyngé. Donc, à droite, ce sont des images différentes